Oui. Bonjour à tous et merci d'être présente aujourd'hui pour ce premier webinaire que nous organisons dans le cadre du Club Stratexo Chine. Le Club Stratexo Chine a pour vocation de rassembler des experts Chine, soit français, soit chinois, donc qui ont une grande expérience en Chine, comme vous allez pouvoir le voir. Et en fait, a pour vocation première de développer un programme d'accompagnement des PME dans leur expansion en Chine, comme le Club Stratexo en général, sauf qu'il a une vocation géographique. Nous avons démarré ce club juste au moment du Covid, donc nous avons pu fédérer des experts et nous allons lancer officiellement le club en septembre. Dans l'intervalle, nous avons lancé un collectif avec ces experts qui ont mis à disposition leur réseau pour une filière sécurisée d'approvisionnement, notamment en masques chirurgicaux et FFP2. Et au fur et à mesure, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une véritable vague d'opportunités à saisir entre la France et la Chine dans le domaine de la santé. Et c'est pour ça que nous avons décidé de lancer ce premier webinaire qui est donc spécialisé Chine et santé pour vous permettre d'avoir une meilleure compréhension aujourd'hui de l'évolution des opportunités qu'on a pu identifier dans ce secteur en Chine et éventuellement après, donc autour d'experts et autour de témoignages concrets d'entreprises qui ont une expérience opérationnelle en Chine dans ce domaine. Et nous verrons donc à l'issue de ce webinaire, si cela vous intéresse, de pouvoir construire ensemble en fait un module spécial santé Chine. Voilà. Donc je vais vous présenter les deux experts qui vont nous parler aujourd'hui de ces secteurs, donc des experts qui font partie du club Stratexo Chine, que vous aurez l'occasion de revoir après dans le programme d'accompagnement si vous êtes intéressé pour rejoindre notre programme. Donc le premier est Irénée Robin, qui lui est notre local de l'État, puisqu'en fait il est depuis 20 ans maintenant à Shanghai, donc un amoureux de la Chine, qui est aujourd'hui donc expert santé, donc BVR Médical, société de conseil, qui a une grande expérience duale, à la fois dans la finance, la banque commerciale et santé, puisqu'il a été notamment pendant plusieurs années à l'Institut Pasteur, donc il est bien au courant de toutes les problématiques de vaccins et de maladies, et notamment liées au coronavirus. Voilà. Donc c'est une double expérience très intéressante, où à la fois il a la perspective médicale, mais aussi la perspective business et finance qui nous apportera un grand témoignage. La deuxième experte, c'est Christine Lambergoué, qui aussi a vécu 8 ans à Pékin, qui est une grande banquière d'affaires, donc banque de Lubac, spécialisée dans les biotech et qui, notamment dans les IPO, les levées de fonds, conseil en fusion acquisition, un jeune venture, basé maintenant à Paris, mais qui a toujours des liens très étroits avec les entreprises chinoises, à la fois qui veulent investir en Chine, en France et réciproquement. Voilà, donc je vous laisse la parole. Excuse-moi, Pascal, on va peut-être. Ouais. Voilà, ça va présenter Médicène. Et juste avant de vous laisser la parole, pardonnez-moi, je vous présente notre partenaire Médicène qui va vous parler de ce collectif également. Voilà. Bonjour, merci beaucoup Stéphanie et Anne de me laisser la parole. Donc rapidement, je vais présenter Médicène. On est ravis de collaborer avec Stratexio sur ce webinaire sur la Chine. Donc Médicène, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un pôle de compétitivité en santé. Nous sommes l'un des 6 pôles de compétitivité en santé en France et nous sommes basés à Paris. Médicène Paris Région est très engagé dans le suivi des biotech, des medtech, des startups en santé numérique, dans le diagnostic et dans tout ce qui est intelligence artificielle. Nous accompagnons également de nombreuses entreprises dans leur développement vers l'international. Et en Chine, nous n'avons pas encore une présence très forte. En revanche, nous collaborons souvent avec Business France pour leur programme. Et là, nous sommes ravis de pouvoir collaborer également avec Stratexio. Donc, merci beaucoup et je me réjouis d'entendre les différents experts sur la Chine. Merci beaucoup. Irénée, la parole, the floor is yours. Merci beaucoup. Voilà, j'ai remis mon micro. Est-ce que tout le monde m'entend? J'imagine que tout va bien. Est-ce que la présentation est visible? J'imagine aussi maintenant. Tout à fait. Parfait. Donc, merci beaucoup pour cette gentille introduction. Alors, effectivement, je suis depuis 20 ans en Chine
dont 17 dans le secteur de la santé, à l'Institut Pasteur, comme on l'a dit. Et puis, je me suis spécialisé, notamment sur les 10 dernières années à peu près, sur les transactions entre PME occidentales et partenaires chinois et sur faciliter l'accès au marché chinois pour les PME innovantes du secteur santé, ce que je fais maintenant à plein temps avec plus de 30 entreprises accompagnées. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du marché chinois en général ou de la situation chinoise en général en matière de santé. Je voudrais vraiment me focaliser, compte tenu du temps qu'on a, et entrer plus dans une démarche d'interaction sur la situation actuelle, le Covid, l'après-Covid, où est-ce qu'on va et comment est-ce que ça génère de nouvelles opportunités pour les innovateurs français de la santé. Donc, l'état actuel du pays en matière de santé est le premier point que je vais aborder. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire d'une part que l'épidémie est totalement sous contrôle, quel que soit, j'allais dire, ce qu'on peut même entendre dans les médias en France. Aujourd'hui, sur l'ensemble du pays, au pire, on a moins de 20 nouveaux cas quotidiens. Et dans tous les cas, on est dans une situation où ces cas sont immédiatement isolés et traités, comme on le verra. Donc, pas de tension hospitalière, pas d'inquiétude dans la population non plus. J'ai eu l'occasion de me déplacer, y compris dans un hôpital hier, un grand hôpital, pour aller voir un certain nombre de spécialistes du domaine respiratoire. Et je n'ai même pas été contrôlé en température à l'entrée. Donc, on a à Shanghai notamment une véritable détente, j'allais dire. Et tout ce qui est test, aussi bien en matière de PCR que tests rapides, sont largement disponibles depuis longtemps, et ce qui permet, en cas de suspicion de cas positifs, de rapidement traiter le problème. Quelles sont les modalités de prévention aujourd'hui en vigueur? Alors, la première, c'est la fermeture des frontières, ça vous le savez. Pour les ressortissants coréens, français, allemands aussi, je crois, récemment, il y a une fast track maintenant établie pour les voyages d'affaires notamment, qui permet, selon certaines conditions, aux Français qui voudraient faire un voyage d'affaires dès maintenant en Chine, d'entrer et de ne faire que 24 à 48 heures de quarantaine ou d'isolement, le temps de faire un test localement et de vérifier la séronégativité. Pour ce qui est des ressortissants américains, par exemple, on prévoit une réouverture aujourd'hui des frontières autour du 7 juin. Maintenant, tout ça est susceptible d'évoluer au quotidien. Je n'en dirai pas plus. En matière de déconfinement, tout est achevé. Toutes les activités économiques ont repris, y compris salles de sport, restaurants, cinéma. Maintenant, les masques restent obligatoires dans les lieux publics et surtout les contrôles de température. Alors ça, c'est vraiment la différence entre la France et la Chine aujourd'hui en matière de gestion de cette épidémie. C'est que la Chine a toujours utilisé la mesure de la température comme le premier marqueur. Si votre température est supérieure à, même en fonction 37,5 ou 38, en fonction des cas ou des endroits, il y a tout de suite une prise en charge de la personne. Mesures de distanciation sociale en matière de télétravail. Là, par exemple, je ne suis pas au bureau, incitation aux visioconférences. Et le fameux pass sanitaire, qui est donc un code barre, un QR code que tout le monde doit avoir, qui est lié au numéro de téléphone, donc à l'identité de la personne et qui est exigé à l'entrée dans les lieux publics. Donc là, effectivement, il y a un traçage qui se fait avec justement le traçage géographique des bornes GSM, des bornes de téléphone portable, afin de valider si les personnes sont allées dans des zones à risque ou pas. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement généralisé. En matière de chaîne de santé publique, aucune tension sur les fonctions d'urgence. Ça, c'est ce qui est compréhensible compte tenu de la situation aujourd'hui. Mais malgré tout, on remarque des mutations vers plus d'efficacité. Par exemple, pour tout ce qui est visite de routine en outpatient, la prise de rendez-vous est maintenant obligatoire. On peut difficilement arriver sans avoir pris rendez-vous et dire je voudrais prendre rendez-vous ce matin pour aujourd'hui. Avant, c'était possible. Maintenant, ça ne l'est plus. On va devoir montrer patte blanche à l'entrée à l'hôpital en disant montrez-moi les gardes vont vous demander montrez-moi votre prise de rendez-vous. Donc ça effectivement, c'est plus efficace. Ça limite les flux, aussi bien en outpatient qu'en inpatient. Pour tout ce qui est patients hospitalisés, les visites des familles sont limitées ou contrôlées. Avec un développement également de la téléconsultation de plus en plus. Ce genre de plateformes sont assez rapides à mettre en place et ont été rapidement mises en place en Chine et elle est de plus en plus encouragée maintenant. Ce qui fait qu'on a des hôpitaux où il y a un flux de patients nettement inférieur, donc une distanciation qui est meilleure dans les salles d'attente, etc., etc. Néanmoins, la crise a révélé qu'il reste un certain nombre de manques ou de difficultés à régler.
des problèmes de flux de patients, parce que même si je dis que le flux de patients a baissé, il reste très fort. Et donc, ça va rester intenable progressivement parce que le retour progressif à la normale va faire que de plus en plus, les gens vont continuer à y aller. Et il y a eu un déséquilibre fort entre les grands hôpitaux et les dispensaires locaux, qui sont généralement très bien équipés, qui ont du très bon personnel, mais qui malheureusement n'ont pas encore gagné, j'allais dire, la confiance des patients, qui se disent toujours, moi, il faut que j'aille dans un grand hôpital parce qu'au moins, même si je ne passe que 3 minutes avec le grand spécialiste, ça vaudra toujours mieux que de passer 20 minutes avec le médecin de quartier. Alors ça, c'est l'idée ou la perception de la plupart des patients, mais ça n'est pas la réalité des choses. Et effectivement, un des challenges aujourd'hui du système de santé chinois est de rendre beaucoup plus performante cette articulation entre grands hôpitaux et dispensaires locaux. Si on prend les grands hôpitaux, à l'échelle du pays, on parle d'une petite centaine de milliers d'hôpitaux, ce qui est quand même énorme, mais bon, la taille du pays le nécessite. Mais les dispensaires locaux, il y en a 10 fois plus. Donc, effectivement, on a un vrai déséquilibre. Ce qui génère notamment, d'ailleurs, des diagnostics trop tardifs, puisque les patients tardent à aller vers le diagnostic, aussi bien auprès du centre du dispensaire local ou du grand hôpital, soit parce qu'il n'a pas confiance en dispensaire local, soit parce que le grand hôpital ne lui donne pas une prise de rendez-vous suffisamment précoce. Donc, diagnostic trop tardif, ça tout de suite, ça peut effectivement donner des idées à un certain nombre d'entre vous. Si vous avez des technologies qui permettent justement de rendre un diagnostic plus précoce ou d'accélérer des flux de diagnostic, faire par exemple du screening à fort débit ou des choses comme cela, ce sont toujours des choses qui sont extrêmement pertinentes pour le pays aujourd'hui. En matière de traitement également, je ne parle pas que des technologies médicales, des diagnostics ou d'équipements médicaux. En matière de traitement, on a des traitements qui, dans la plupart des cas, sont en retard d'une à deux générations, sachant que les choses, malgré tout, s'améliorent compte tenu du fait que l'autorisation de mise sur le marché pour les médicaments internationaux en Chine a été quand même grandement simplifiée et que là où on avait 2 ou 3 ans de retard, on n'a plus que 9 mois à 12 mois de retard aujourd'hui pour les nouveaux médicaments. Tout ça amène à un renforcement de l'attrait des technologies occidentales. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au niveau hospitalier et au niveau chaîne de santé publique, les Chinois ne se sentent pas particulièrement fiers de la façon dont l'épidémie a été gérée. Ils ne se sentent pas supérieurs. Ils sont toujours aussi désireux et prêts à interagir avec vous, discuter avec vous sur le bien fondé d'une technologie. Moi, je continue à le faire pour mes clients, bien entendu, et les médecins sont extrêmement demandeurs. Ils le sont d'autant plus demandeurs qu'ils sont en manque de coopération internationale puisqu'ils ont été confinés eux-mêmes pendant pas loin de 6 mois. Mais on y reviendra. En matière de ça, je vais passer très très vite sur cette partie-là, la recherche chinoise, parce qu'effectivement, la Chine se positionne aussi comme centre de recherche et développement dans tout un tas de domaines, et spécifiquement sur l'épidémie. Effectivement, ils avaient 2 mois d'avance, et on va voir où est-ce que ça se traduit. On pointe depuis l'origine sur les tests rapides, on le sait, ça a été les premiers à les sortir. Ça n'a pas toujours été au top en matière de qualité. On se souvient d'histoires qu'il y a pu y avoir avec un certain nombre de pays occidentaux qui ont été les premiers à acheter les tests chinois. La qualité est maintenant en constant progrès. On a toute une série de tests qui ont d'ailleurs qui ont passé en France la barrière du CNR. Mais sur un point particulier qui est ce qu'on appelle les tests d'immunisation réelle. Alors, vous avez peut-être entendu parler de ça en France, une société qui est plus ou moins affiliée à l'Institut Pasteur qui s'appelle TerraVectis, qui a développé un test d'immunisation réelle, qui vous dit réellement, non pas celui si vous avez eu ou pas eu le Covid, mais si vous avez développé des anticorps qui vont vous protéger. La France est en première ligne sur cet aspect-là. Il y a une équipe à Hong Kong qui travaille énormément là-dessus également, des gens avec lesquels je suis en contact. Mais en Chine, comme tous les échantillons et toutes les données cliniques sont dans les mains du Center for Disease Control chinois, les chercheurs n'ont pas accès à ces données, en tout cas pas aujourd'hui. Il y a une espèce de sensibilité politique autour de ça, ce qui fait que sur cet aspect-là, la Chine est en retard. Sur l'aspect vaccin, mon opinion personnelle est que la Chine seront les premiers à avoir un vaccin. Maintenant, quand nous allons le voir, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le vaccin recombinant AD5 a donné de très bons résultats préliminaires en phase 2. Ça a donné lieu à un Lancet tout récent. Le vaccin virus inactivé Epicovac, qui a donné lieu à un Science un petit peu plus tôt dans le mois, a très très bien marché sur les singes, avec notamment pas d'effet, j'allais dire, indésirable de type développement de la maladie, fort développement de la maladie sur la base du développement d'anticorps.
Donc ça, c'est extrêmement important parce que c'est un doute qu'on avait sur ce coronavirus. Sinopharm, un grand conglomérat chinois, est en cours de phase 1, un tout petit peu en retard, sur 2 vaccins à virus inactivé. Les efforts sont multiples et pour le moment, j'allais dire que tout se passe bien. Il n'y a pas de drapeau rouge ou de drapeau orange sur la recherche vaccinale. En thérapeutique, où est-ce qu'on en est? Ce que font les Chinois, principalement, c'est d'une part du screening de molécules existantes, mais ça, j'allais dire, tout le monde le fait, et c'est la première réponse dans le cadre de l'épidémie. D'autre part, un certain nombre d'aspects simulation pour imaginer telle ou telle molécule qui pourrait bien se loger ou bien se lier au virus, maintenant qu'on a une structure moléculaire du virus et les différentes protéines, notamment qu'il compose ou qu'il comporte. Ça facilite les efforts de recherche de molécules et c'est là-dessus que les Chinois se positionnent. Maintenant, sur le plan du développement d'antiviraux spécifiques, là, on est vraiment dans le domaine des big pharma et aujourd'hui, les Chinois sont en retard. Il y a eu également une étude parallèle Chine-France en début de mois sur laquelle je ne reviens pas compte tenu du contexte, où il s'agissait de tester un protocole assez proche, j'allais dire, du protocole marseillais, permettant d'éviter les co-infections aux pneumonies à mycoplasme. Maintenant, une fois que ce panorama a été dressé, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet sur le retour d'expérience des PME. Alors, qu'est-ce qu'on a vu nous? Qu'est-ce que j'ai vu moi avec mes clients, avec mes prospects? Qu'est-ce qu'on a vu en général depuis la Chine? C'est que les PME françaises du secteur médical ont fait preuve d'énormément de sang-froid vis-à-vis de ce qui s'est passé. On a rencontré très peu de sociétés qui nous ont dit « Oh là là, avec cette histoire-là, dans le médical, avec cette histoire-là, on va geler notre programme Chine. » À l'inverse, un certain nombre de PME ont accéléré leur programme en disant « Moi, je travaille, par exemple, j'ai un de mes clients dans le respiratoire, où justement l'équipement médical, le dispositif médical que cette société produit a un impact positif sur les patients Covid ayant également des infections respiratoires chroniques ou des affections respiratoires chroniques. » Eh ben, à l'inverse, cette société a décidé de décaler un petit peu un programme export sur un autre pays et d'anticiper son entrée sur la Chine. Donc ça, c'était, j'allais dire, la première phase, février-mars, où vraiment, on n'a pas eu de sensation de ralentissement et au contraire, même des effets accélérateurs. À ce titre, d'ailleurs, les mesures d'accompagnement françaises, BPI France notamment, ont été d'une très, très grande aide. La prise en charge a été augmentée courant mars ou fin mars ou début avril, je crois, a été augmentée pour tout ce qui est développement à l'export. Et un certain nombre de nos clients et un certain nombre de PME ont saisi cette opportunité. Maintenant, de plus en plus récemment, et c'est plus vraiment depuis début mai ou mi-mai à peu près, on a des sociétés qui commencent à s'interroger avec le déconfinement, à s'interroger sur des possibilités de report d'entrée. Et ce que je dis généralement, c'est que là, il y a un véritable risque qui est que la Chine a déconfiné assez vite, puisque nous, à Shanghai, depuis le 22 mars, on a recouvré à peu près notre liberté. Ce qui signifie que les Chinois se sont vraiment remis au travail et qu'il y a un véritable risque pour les innovateurs qui décaleraient leur entrée sur le marché de se faire dépasser par la concurrence, notamment chinoise. Parce qu'effectivement, quand le pays a une prise de conscience, avec cette prise de conscience qu'il y a eu des difficultés qui restaient encore à accomplir en matière de santé, ça s'est transformé en une grande vigueur entrepreneuriale. Donc, notamment sur les devices ou les équipements un petit peu high-tech, là, on pourrait avoir des surprises. Il y a un certain nombre de sociétés qui pourraient avoir des surprises, de rencontrer tout d'un coup en concurrence en Chine des gens qui ont développé des solutions comparables pour le marché chinois depuis la Chine et qui vont fermer une opportunité qui a auparavant été ouverte. Donc, j'attire un petit peu votre attention là-dessus. Les nouvelles opportunités. Alors, quels sont les domaines clés? De quels domaines clés parlons-nous en matière post-Covid pour, j'allais dire, les 2 à 3 ans, les 3 ans qui viennent? Les 2 premiers points, c'est redonner le pouvoir aux patients et redonner le pouvoir aux médecins, faciliter la vie des médecins.
Redonner le pouvoir aux patients. Les patients, les Chinois veulent vraiment de plus en plus prendre en main leur santé, ne pas être dépendants des médecins, ne pas être dépendants d'une structure hospitalière qui peut échouer ou qui peut rencontrer des difficultés. Donc, tout ce qui est autour des dispositifs portables, wearables, tout ce qui est autour des soins à la maison, du diagnostic ou du suivi permanent des patients, tout ce qui est autour des dispositifs connectés, forte demande. On est dans une fenêtre d'opportunité, c'est le moment de démarrer. En matière d'aide aux hôpitaux, outre le premier phénomène que j'ai mentionné, qui est l'interaction entre les dispensaires de quartier et les grands hôpitaux, la gestion des flux hospitaliers avec du télédiagnostic, de la télémédecine, tout ce qui est interprétation de l'imagerie. Je prends toujours le même exemple, mais il est très, très parlant. On a un pays qui a des chiffres de cancer, notamment en cancer du poumon et en cancer du sein, qui sont extrêmement élevés. Mais on a aujourd'hui en Chine seulement 8000 pathologistes, dont 2000 sont formés à peu près au niveau international et sont capables de lire les biopsies ou déchiffrer une image de biopsie sans grande difficulté. Donc, on a aujourd'hui un véritable manque autour de ça. Donc, tout ce qui est intelligence artificielle sur l'imagerie, on en parlera sans doute un petit peu plus tard avec un certain nombre de nos intervenants. Grosse demande aujourd'hui du fait des manques, des difficultés en personnel. C'est souvent ce qu'on rencontre en Chine. Le hardware marche très, très bien. On a des difficultés de software. Et le software, dans le software, j'inclus aussi l'aspect humain. Et la Chine est aujourd'hui, vous le savez, synonyme de big data, synonyme d'agrégation de données. On le voit dans le contrôle épidémiologique, mais on le voit dans tous les domaines de la santé. Toutes les solutions qui s'appuient sur du big data, alors aussi bien qu'on parle de séquencement de dernière génération et interprétation autour de ça, qu'on parle d'imagerie d'IA sur l'imagerie ou d'IA multiparamètres, on est au cœur du sujet aujourd'hui et avec des facilités maintenant pour entrer, j'allais dire, sur le marché parce que vous allez à travers ça, intéresser les médecins, intéresser les KOL, intéresser le gouvernement avec des solutions facilement exploitables, facilement applicables, qui vont rapidement résoudre des difficultés qui aujourd'hui sont très prégnantes. Sur l'aspect produits et services haut de gamme, c'est intéressant, c'est-à-dire que on dit que la Chine continue à se développer, la croissance va un petit peu faiblir cette année, bien entendu, avec ce qui s'est passé, mais malgré tout, il faut se garder en tête un chiffre qui est que le quadruplement à venir des ménages, j'allais dire riches, qui seraient en France, j'allais dire soumis à l'ISF. C'est donc des ménages avec un patrimoine à 7 chiffres en euros. On s'attend à un quadruplement de ce nombre de ménages. Et ce sont des gens qui vraiment, d'une part, ont les moyens, donc n'ont pas de difficultés particulières pour financer leurs dépenses de santé. D'autre part, ont quelque chose à dire sur la chaîne de santé telle qu'elle est. Ils ne sont pas contents de la façon dont ils sont servis. Et maintenant qu'ils ne peuvent plus vraiment trop aller à l'étranger parce que les avions sont cloués au sol et que les frontières sont ce qu'elles sont, il y a une croissance du secteur privé et une demande supplémentaire autour de ça. Donc, les produits, j'allais dire, haut de gamme, les produits, entre guillemets, qui s'adressent à cette frange un petit peu plus élevée de la population, une technologie un petit peu supérieure, on est sur des taux de croissance aussi qui peuvent être tout à fait intéressants dans les années à venir. Et l'innovation en général, on parle de respiratoire, du vieillissement, du contrôle infectieux. Et je vais faire un petit point en une phrase sur les maladies rares. Très, très intéressant. Il y a un vrai changement de paradigme autour des maladies rares en Chine. Il y a 5 ans, il ne fallait pas y aller. Ce n'était pas la peine d'y aller pour une raison toute simple, c'est que même s'il y avait des patients, il n'y avait pas suffisamment de centres cliniques, de centres d'essais cliniques pour, par exemple, faire un essai clinique sur une nouvelle molécule visant à traiter une maladie rare ou tel ou tel type de traitement autour de ça. J'avais travaillé, par exemple, sur des aspects GVH, donc rejet de greffon, qui est une rareté en Chine, puisque la greffe n'est pas encore extrêmement développée. Il y a 5 ans, on n'était pas du tout dans le moment du marché. Aujourd'hui, c'est complètement différent. La Chine a fait bourgeonner ses centres d'essais cliniques avec des médecins qui sont très, très bien formés, avec des CRO ici localement qui savent également bien faire aux normes internationales. Et on peut très, très bien imaginer, quand on est un acteur des maladies rares, de dire eh bien, je vais développer, j'ai des difficultés pour faire la preuve de concept de mon produit en Europe ou aux États-Unis, compte tenu du manque de patients ou de la nécessité de faire des études un peu longues. Allons en Chine, faisons les choses aux standards internationaux, entrons sur le marché chinois, on sera bien accueillis. Et ça, on pourra en parler éventuellement après en détail, mais c'est un point qui a changé récemment et qui, à mon avis, est très, très porteur sur les 5 à 10 ans à venir.
Et le contexte lui-même est tout à fait favorable compte tenu des simplifications réglementaires. On va de plus en plus, aussi bien en médicaments qu'en équipements médicaux, vers un traitement de type Market Authorization Holder, donc MAH, donc la NMPA chinoise suit d'assez près la FDA américaine. Il y a aussi ce qui vient de sortir, qui est en cours d'implémentation aujourd'hui, ce qu'on appelle le décret 9, qui est un vrai changement pour les fabricants, notamment de dispositifs médicaux qui sont déjà en cours de commercialisation en Europe et dans le reste du monde. C'est que plutôt que d'exiger la fourniture d'essais cliniques ou d'études cliniques très très cadrées, européennes ou américaines, pour soutenir un enregistrement en Chine, la NMPA maintenant se contente, entre guillemets, de donner du monde réel, donc RWE, Real World Evidence. Donc ça change tout parce que beaucoup de sociétés ont d'excellentes données avec des retours de leurs médecins un petit peu partout. On le voit par exemple dans le secteur des implants aujourd'hui, mais n'ont pas forcément fait d'études cliniques extrêmement cadrées. Donc là, on a une simplification supplémentaire qui donne des nouvelles perspectives pour les équipements médicaux de classe 2 et au-dessus qui nécessitent un programme clinique. On a toujours cette difficulté du gap de compétences NMPA. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que la NMPA, le régulateur chinois, il y a 8 fois moins de personnes au sein du régulateur chinois qu'au sein de la FDA américaine, alors que le pays est beaucoup plus grand. Donc, ils n'ont pas les compétences en interne pour faire face à toute l'innovation dont on vient de parler quand on parle d'intelligence artificielle notamment. Qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là? Ils font appel à des comités d'experts. Les comités d'experts qui sont souvent d'ailleurs des KOL, cliniciens et chercheurs. Donc, l'important, c'est effectivement pour vous, dans votre abord du marché chinois, d'articuler le réglementaire avec la clinique. Les deux vont ensemble. La clinique va vous aider, d'une part, à cadrer votre besoin et d'autre part, va vous aider en matière réglementaire également parce qu'il y a de fortes chances que votre produit, du fait de son niveau d'innovation, la NMPA ne soit pas complètement autonome sur la capacité à répondre aux questions que votre produit pose. Et à partir de là, la NMPA va faire appel à des experts. Et ces experts, si vous les avez dans votre poche, entre guillemets, au préalable, ben vous arrivez à une situation où vous accélérez mécaniquement votre programme réglementaire. Les fameux KOL en question, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont très très friands de nouvelles collaborations internationales parce que toutes leurs collaborations internationales qui fonctionnaient bien jusqu'à décembre ou janvier se sont arrêtées d'un coup. Et vous savez que ce sont des KOL qui sont le plus souvent titulaires de programmes de financement chinois, qui soient nationaux, régionaux, donc des grants par exemple. Et la date d'échéance des grants, elle n'a pas été repoussée. Et donc, ils ont de l'argent, entre guillemets. Ils ont un certain nombre de fonds à dépenser dans des programmes de recherche. Et pourquoi ne pas les dépenser dans des programmes de recherche clinique en partenariat avec vous, autour, par exemple, de la validation d'une preuve de concept pour un équipement médical non invasif ou des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille au quotidien. Quant aux distributeurs, si on va tout au bout de la chaîne en matière de dispositifs médicaux notamment, les distributeurs et on le verra un petit peu plus tard avec nos intervenants futurs, les partenaires de licence, si vous cherchez un partenaire pour signer un accord de licence, il y a un véritable besoin de relais de croissance aujourd'hui, justement du fait des difficultés économiques qu'on a pu avoir sur les 6 derniers mois, de façon à rattraper un petit peu le retard. Dans ce cadre-là, les nouveaux produits sont des relais de croissance tout à fait bénéfiques. Merci infiniment de votre attention. J'ai été un petit peu rapide, mais ça va permettre à tout le monde d'interagir. Je suis prêt à écouter vos questions. Vous avez mon adresse email sur le dernier transparent si vous voulez me contacter. Et merci encore. Je reste à votre disposition pour toute question. Merci beaucoup Irénée. Je pense qu'on procédera aux questions en fin de présentation. Maintenant Christine, c'est à toi s'il te plaît. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Bonjour à tous. Je pense qu'on ne voit pas très bien la présentation. Dorian. Merci. Peut-être on peut pas le passer sur le slide 1. Voilà. Sur le slide suivant, s'il te plaît. Merci. Merci. Bonjour à tous. Donc, non, c'est le slide précédent. Juste précédent. Slide 2, si tu préfères.
Voilà. Merci. Donc, bonjour à tous. Juste une petite introduction en fait, sur qui nous sommes. La Banque de Lubac fait en tant que telle un département banque d'affaires dans lequel je travaille maintenant depuis 2 ans. Avant, j'étais basée 8 ans en Chine pour une autre banque d'affaires. Voilà. En tout, j'ai une 20 d'années d'expérience en fait, dans tout ce qui est levée de fonds, fusion, acquisition et introduction en bourse sur Euronext. Et donc, nos savoir-faire, c'est les introductions en bourse sur Euronext et tout ce qui est levée de fonds pour des sociétés cotées ou non cotées. Donc, aussi bien en equity ou en dette convertible. Donc, le lien avec la Chine, c'est qu'on peut accompagner des sociétés françaises pour rencontrer des investisseurs, fonds de private equity ou venture ou asset managers sur place, voilà, pour des sociétés cotées ou non cotées. Et pour les fusion-acquisition, en fait, on peut avoir des mandats de vente de sociétés françaises et donc on cherche des acquéreurs européens, américains, mais aussi chinois. Et on peut avoir des mandats d'achat en fait, de groupes chinois également, c'est plus rare. Et dans notre practice santé, sur lequel moi je travaille depuis une dizaine d'années, une bonne quinzaine d'années, on a un focus sur la medtech et la biotechnologie surtout. Peut-être passer sur le slide suivant, Dorian. Merci. Donc, au fait, bon, moi, j'ai un délai plus court, mais qu'est-ce qu'on peut dire, en fait, sur le contexte actuel post-Covid et en quoi c'est vraiment une opportunité pour l'Europe et surtout pour la France en particulier. Très récemment, en fait, on a appris que les États-Unis, dans le contexte géopolitique, bien sûr, qui est très, très tendu avec la Chine, ils allaient, en fait, regarder de très près tout investissement étranger aux États-Unis. Donc, par exemple, pour toute société qui est considérée comme technologiquement critique, il y aurait des contrôles réguliers faits par un organisme qui s'appelle CFIUS. Et les biotechnologies, par exemple, en font partie. Donc, ce qui va se passer, c'est que les sociétés qui ont des investisseurs étrangers au capital vont faire l'objet de contrôles très stricts, comme je disais. Et les Chinois risquent de se détourner, du coup, du marché américain pour s'orienter vers l'Europe. Il faut vraiment que la France, du coup, saisisse sa chance. Parce qu'en Chine, bon, je pense qu'Irénée l'a bien dit, mais on a vraiment une excellente réputation en fait, dans le domaine de la santé, pour une fois. Donc, autant la saisir, cette chance, et de se mettre en avant pour trouver des financements ou des partenariats avec la Chine. Deuxième aspect aussi à ne pas négliger, c'est que la Chine devrait sortir plus rapidement de la crise que l'Europe et les États-Unis, hein, dans le futur proche. On a un moindre impact sur le PIB en Chine versus ce qui se passe en France. On a eu les chiffres ce matin, moins 11%. Et on a l'impression que, je mets des bémols, bien sûr, que le marché chinois va redémarrer fait, plus vite. Et donc, il faut vraiment y être présent, ou, bien sûr, si on valide l'intérêt stratégique. Hein. Ça, c'est une des conditions sine qua non. Peut-être on peut prendre le slide suivant. Merci. Donc, au fait, il y a plusieurs structurations possibles hein, en fait, avec des partenaires chinois. Vous avez entendu parler des joint ventures. Là, moi, j'ai beaucoup plus de demandes en, fait, en retour d'expérience sur des demandes de licence, hein, de licence régionale. Donc, par exemple, j'ai une demande de licence régionale sur des maladies rares, par exemple, neuromusculaires, hein, en ce moment. Et donc, c'est un groupe qui cherche à avoir un portefeuille de licence régionale et qui pourrait aussi cofinancer les phases 2-3, par exemple. Voilà. Et au-delà de ça, bien sûr, on parlait de tout ce qui est équipement medtech, enfin, équipements médicaux. Tout ce qui est télémédecine, intelligence artificielle, santé digitale, c'est bien sûr des problématiques qui sont d'actualité en Chine depuis très longtemps en fait. Hein. Moi, j'ai eu des dossiers d'acquisition en fait, dans ce domaine-là de la santé digitale il y a 5-6 ans déjà. Donc, ils sont très, très demandeurs, ils sont très bons dans tout ce qui est monitoring de la santé. Ils sont déjà assez pointus sur ces différents aspects. Ils sont toujours à la recherche de dossiers dans tout ce qui est robotique, robots chirurgicaux notamment, et sur tout ce qui est thérapie. Moi, j'ai pas mal de demandes dans tout ce qui est immuno-oncologie, surtout oncologie encore, cardio, maladies rares, tout ce qui est infectiologie. Bon, je pense qu'ils ont eux-mêmes, tout ce qui est virologie, ils ont eux-mêmes pas mal d'équipes dédiées, et sur tout ce qui est Covid, et ils sont un peu moins intéressés aujourd'hui par des produits étrangers, je veux dire. Voilà un peu sur mon sentiment et ce que je ressens aujourd'hui sur le marché et les relations Chine-France. Donc, je suis ouvert à vos questions également. Et sur le dernier slide, vous avez mes coordonnées si vous voulez m'en contacter. Merci Christine.
Merci beaucoup, Christine. Voilà, donc maintenant, nous allons passer à des témoignages concrets d'entreprises. Donc, 3 témoignages. Alors, le premier de Nathalie Payot, qui est une de nos expertes du Club Chine également, et qui, avec qui j'ai beaucoup travaillé sur l'importation de masques, donc qui est une très grande experte maintenant en masques chirurgicaux FFP2 et FFP3. Rien ne lui échappe, et qui, dont le métier en fait principal est l'accompagnement de délégations touristiques de haut de gamme, premium, chinoises en France ou françaises en Chine, et spécialisée sur le haut de gamme, et elle a passé plusieurs années donc, en Chine, et elle parle couramment mandarin. Voilà. Donc sa société GCS VIP Travel, voilà, qui organise des voyages sur mesure, autant business que touristique. Le deuxième, ce sera donc Pierre Moustial. Pierre qui a été jusqu'à récemment directeur général du groupe Urgo, qui a accompagné l'internalisation du groupe Urgo, et notamment en Chine. Donc, il va nous témoigner son expérience très intéressante sur la distribution de ces produits que vous connaissez bien, Urgo, en Chine, et qui a monté récemment, qui est président de MedTech France, donc qui connaît bien InnoMedTech France, donc qui connaît bien le secteur de la MedTech, et a récemment fondé un fonds d'investissement. Donc, je ne doute pas que la Chine sera un de ses principaux lieux de destination. Et enfin, François Potvin. Voilà, Potvin, qui est International Sales and Director de Evolucare Technologies, qui est une société d'édition de software, si je ne me trompe pas, dans le domaine de la santé, et qui lui aussi a passé plusieurs années, de nombreuses années à Pékin, en Allemagne, pour le groupe Orange et le groupe Ion One en Allemagne notamment. Voilà, donc je propose de laisser la parole à Nathalie dans un premier temps. Voilà. Il faut ouvrir le micro. Ouvre le micro. Voilà, c'est bon, vous m'entendez tous ? Bien, donc oui, je suis à la tête d'une agence de voyage que j'ai créée en retour d'expatriation de Chine, et où j'ai appris le chinois en étant expatriée en Chine. Et cette agence de voyage est orientée principalement vers les entreprises, puisqu'on reçoit pas mal de délégations chinoises en France, et inversement, on envoie des Français en voyage d'affaires en Chine. Et j'ai effectivement en plus une clientèle haut de gamme chinoise qui vient en France, pour lesquelles je mets en place des activités exclusives. Donc là, ce que je voulais vous faire, c'est un peu un éclairage des besoins de la Chine en matière de santé, du moins les expériences que nous avons eues avec mon collaborateur chinois qui assiste aussi à la réunion, qui est Monsieur Zhou Yu, qui marque pour le prénom français, avec lequel donc, on a été sollicité par des docteurs chinois pour faire venir des docteurs français participer à leur forum. Et en même temps, on reçoit aussi des demandes de Chinois pour venir en France sur des sujets bien précis. Donc, je vais vous réexpliquer un petit peu les différentes délégations qu'on a eues, et j'ai profité de ce moment aussi Covid pour les interroger sur les tendances, enfin interroger tous mes interlocuteurs chinois du domaine de la santé, qui nous ont d'ailleurs aidés pour importer les masques. Les interroger sur les tendances du marché, les axes de développement qu'ils voyaient et les implications pour les entreprises françaises. Donc, en matière de délégation, on a envoyé donc des docteurs français en Chine, un neurochirurgien qui est intervenu dans un salon international. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils parlent de salons internationaux, nos amis chinois ont souvent des Américains, des personnes de langue anglophone qui participent, et ils cherchent souvent à avoir des médecins européens qui participent à leur forum. Donc là, c'était l'occasion de faire participer un médecin qui a été très content de son intervention, parce que à la fois, ça lui a permis de rencontrer des professionnels du même domaine d'activité avec lesquels il a pu échanger, parce que, comme on le disait, là où des trentaines de cas sont étudiés en France, il avait en face de lui des gens qui avaient pu voir des 300 cas, 10 fois plus ou 100 fois plus quelquefois,
fois. Donc, ça permet au niveau des échanges très riches entre les docteurs. Et par ailleurs, il a pu également faire éditer son livre qui n'avait été édité qu'en France et en langue aussi anglaise. Il a pu le faire éditer en chinois. Donc, une véritable collaboration est née sur ces sujets-là. De même, on a été sollicité pour envoyer des psychiatres en Chine pour participer à des forums internationaux. Là-dessus, ils sont intervenus sur 2 sujets différents qui sont des sujets de préoccupation chinois. L'un sur l'organisation de notre système de santé et de la prise en charge des maladies mentales et toute la structuration qui est mise en place depuis les cellules régionales et même on peut dire municipale, et pour remonter jusqu'à l'hôpital. Donc ça, c'est la structuration des soins en France et la façon dont on arrive à gérer la population, c'est vraiment ce qui les intéresse. Et l'autre point, c'est toute la prévention et toute la gestion des maladies mentales, notamment tout ce qui est lié aux problèmes de sommeil, aux problèmes de stress et au suicide. Suicide des jeunes notamment. Donc ça, c'est des interventions qui ont été à faire. Dans le sens inverse, on a reçu des délégations qui voulaient visiter les établissements de santé pour les personnes âgées et voir les activités qui sont mises en place dans ces différentes structures, sachant qu'à chaque fois, ils cherchent non seulement à voir la France, mais à voir différents pays, puisque les prises en charge, alors là je parle par exemple d'Alzheimer, ne sont pas les mêmes au niveau des différents pays, que ce soit l'Europe, l'Italie ou la France. Donc souvent, ils nous demandent à faire un tour d'Europe pour essayer de voir ces différentes sources, les façons dont ils sont traités. Nous avons aussi, alors c'est aussi la santé, mais ça va au-delà de la santé, accompagner des délégations aussi en Suisse pour voir tous les traitements anti-aging. Donc là, on est proche de la cosmétique, mais aussi de la santé, mais ça rejoint la volonté aussi de s'entretenir, de faire attention à soi. Et donc, en Suisse, ils voulaient voir tous les traitements de soins anti-aging, mais on s'aperçoit qu'ils commencent à regarder aussi en France, et j'allais dire par la cosmétique, où nos produits de santé, nos produits cosmétiques ont une bonne aura et la qualité de nos produits est reconnue, c'est aussi un biais pour accéder aux produits français dont ils reconnaissent la qualité. Alors, sachant que quand on les interroge sur les produits français qu'ils connaissent, ils ont une faible connaissance, ils nous disent qu'ils connaissent plus les produits et ils ont plus de contact avec le monde anglo-saxon que notre pays, et peut-être qu'il y a à la fois barrière de la langue et moindre internationalisation. Après, donc on a fait un petit sondage auprès de tous les professionnels de santé avec lesquels nous travaillons régulièrement, qui sont soit des médecins qui travaillent dans des hôpitaux publics ou privés. Donc, nous leur avons demandé quelles étaient les tendances actuelles du marché chinois. Alors, on n'a pas forcément spécifié si c'était lié à cette période Covid ou non Covid. Alors peut-être que des choses vont évoluer effectivement après cet épisode, mais néanmoins, là, ce sont les grandes lignes. Donc toujours le fait que la prévention reste un domaine d'activité prégnant, c'est-à-dire que toujours le recours au docteur se fera le plus tard possible, si possible, et donc chercher à s'entretenir, à rester en bonne santé physique et mentale. Le deuxième point, c'est tout ce qui est services et institutions aux personnes âgées. Donc, il y a effectivement un doublement de la population de plus de 60 ans qui va intervenir Actuellement, on considère qu'on doit avoir 200 ou 250 millions de personnes de plus de 60 ans. Aujourd'hui, on en attend 480 dans les années 2050. Donc, il y a vraiment une prise en compte de cette population qui est à prendre en compte.
Alors, c'est un peu ambivalent avec la culture chinoise qui fait que les personnes âgées généralement restent dans le cocon familial et participent à la vie sociale et sont actifs. Donc, ils ont du mal à se projeter pour aller dans des établissements où ils vont être pris en charge. Donc, néanmoins, le nombre d'établissements est en forte croissance, mais là aussi, ils se heurtent à un problème, à un manque de personnel infirmier et manque de formation. Donc ça, on va le voir sur plusieurs points, ça revient relativement fréquemment. L'autre point important, c'est la santé mentale, une grosse augmentation des problèmes psychologiques. Donc je l'ai répété, le stress, les maladies du sommeil liées au bruit, à la pollution et en même temps des taux de suicide. La prise en charge de ces maladies se structure progressivement avec une segmentation pour justement gérer tout ce qui est personnes âgées, toutes les maladies d'Alzheimer, etc. et beaucoup de mise en place de soins de rééducation et de gymnastique intellectuelle, de détente qui viennent par rapport à ces sujets-là. Une partie ados et enfants qui est prise en charge et sur les femmes enceintes également. Mais là aussi, demande de formation importante pour avoir des professionnels qualifiés pour tout ce qui est savoir décompresser sur le plan psychologique, savoir gérer son sommeil, etc. Gestion des maladies chroniques, un point important, tout ce qui est hypertension et diabète. Là aussi, les gens avaient l'habitude d'aller sur les hôpitaux, les grands hôpitaux pour se faire soigner. Il faudrait maintenant qu'ils arrivent à prendre en charge et se prendre en charge eux-mêmes plus facilement. Donc, ils ont besoin d'avoir de recours à des experts en nutrition et savoir faire des exercices physiques, etc. Donc, il y a un besoin d'accompagnement pour ce domaine d'activité, mais là encore, manque de personnel formé. Ils ont besoin d'experts. Le domaine de la réadaptation et de la rééducation est en pleine expansion, notamment après les opérations. Ils ont besoin qu'après une intervention chirurgicale, il y ait une prise en charge du malade un peu plus, peut-être dans un secteur privé. Et dans ce cas-là, besoin d'équipements tant en personnel qu'en matériel pour tout ce qui est réadaptation et rééducation. Le gros point, on l'a vu, c'est la médecine par Internet. Il y a eu un fort boom pour la partie, on va dire, client, prise de rendez-vous. Beaucoup de startups se sont ruées dans ce domaine-là. Là, le point de vue des médecins, c'est qu'ils espèrent utiliser l'Internet pour faire des coopérations internationales et donc essayer de monter des teams internationaux sur certains sujets et le faire par ce biais Internet. Et puis le dernier point qui est en forte hausse, c'est tout ce qui est tourisme et santé. C'est-à-dire que là aussi, essayer d'aller soit se faire soigner à l'étranger, soit avoir des expériences à la fois tourisme et santé pour des check-up et puis des soins particuliers à l'étranger. Donc la Suisse et l'Allemagne sont en pointe là-dessus. En France, on est un petit peu en retard sur peut-être ce sujet-là. Donc les axes de développement qu'ils voient aujourd'hui pour du moins les Chinois eux-mêmes, c'est d'abord avoir plus de facilité pour accéder à un médecin, ça c'est vraiment ce qu'ils souhaitent. Avoir une médecine privée aussi plus accessible, donc ce qui va par ailleurs avec un meilleur taux de remboursement dans toutes leurs assurances parce qu'ils ont un reste à charge qui est relativement important et ça coûte cher de se faire soigner en Chine, donc c'est ce qu'ils voudraient voir améliorer. Tout ce qui est prévention du cancer, là aussi, c'est un axe d'amélioration qu'ils souhaitent développer. Alors, la chirurgie plastique et esthétique fait aussi non pas son apparition, mais vraiment un grand boom à prévoir de ce côté-là. Et comme je le disais, le dernier point, les traitements médicaux à l'étranger. Alors, sur la partie française, qu'est-ce qui était attendu? On rejoint ce qu'a dit Irénée, à savoir tous les fabricants d'appareils spécifiques. Ça, c'est vraiment des choses qu'ils attendent. Pareil, les entreprises qui seraient capables de développer des produits de santé personnelle, c'est-à-dire où
l'utilisateur final peut être consommateur final du produit sans passer par toute l'architecture médicale. Et en dernier point, et là on l'a vu, c'est tout ce qui est échange, formation. Ils sont très preneurs, ils ont un besoin crucial d'avoir leurs professionnels de santé formés. Et les échanges universitaires, tant au niveau médecin, mais que de formation d'infirmiers, sont nécessaires et vitaux pour eux. Voilà. Donc, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Je ne suis pas spécialiste du domaine de la santé parce que j'interviens dans des délégations qui interviennent dans différents domaines, mais on est en contact régulièrement avec ces professionnels de santé, donc on peut avoir des retours d'informations relativement proches. Et en tout cas, ils nous ont été très utiles dans cette période Covid. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie. Pierre Moustial, c'est à vous. Bonjour. Oui, bonjour. Pierre à l'appareil, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Très bien. Très bien. J'ai combien de temps? Vous avez 10 minutes. D'accord, très bien. Alors, déjà, bonjour à tous et merci de votre invitation. Donc, moi, je vais témoigner comme, je dirais, ancien directeur général du groupe Urgo. Donc, j'ai dirigé le groupe Urgo pendant 23 ans. Sous mon impulsion, le groupe est passé de 29 millions d'euros à 720 millions d'euros. Et je précise en fait qu'il y a deux grandes activités dans Urgo pour que vous compreniez ma petite présentation sur la Chine. Il y a les marques bien connues, je dirais, qui vous ont beaucoup cassé la tête, j'imagine, quand vous avez regardé la télévision, comme Juvamine, Urgo, Humex, Mercurochrome et plein de publicités très entêtantes. Mais par ailleurs, donc ça c'est les marques grand public, mais par ailleurs on a une activité sur de la cicatrisation de plaies très graves. Et donc là, on est vraiment dans le domaine médical, on est à l'hôpital, on traite des très grands brûlés ou on traite des plaies chroniques. Par exemple, la plaie la plus grave qui s'appelle la plaie du pied diabétique qu'on a quand malheureusement on a un diabète. Et c'est sur cette activité donc, qui s'appelle urgomédical, donc cicatrisation de plaies graves, qu'on a tout misé quasiment, ou beaucoup misé à l'international, et en Chine en particulier. On n'a pas voulu se développer dans les produits grand public, on s'est développé 100% dans cette activité médicale. Juste pour me présenter rapidement, donc j'ai dirigé le groupe Urgo, j'ai été président de Medtech in France pendant 5 ans, c'est une association que j'ai créée, qui avait comme objectif, je dirais, de faire connaître les technologies médicales en France, alors qu'à l'époque, on parlait beaucoup de pharma, mais pas encore assez, à mon avis, de medtech. Et on avait un objectif très clairement de lobbying pour faire en sorte que le parcours de remboursement en France soit moins un parcours du combattant et qu'on ait des accès plus rapides, précoces au remboursement. J'ai quitté le groupe Urgo après 23 ans en fin d'année dernière, groupe familial dans lequel j'avais mis donc, une nouvelle gouvernance, et j'ai créé un fonds d'investissement qui s'appelle l'Oxera Capital, qui investit dans les health tech principalement, et que j'ai cofondé avec 2 Américains pour faire essentiellement une stratégie de scale-up, c'est-à-dire on ne fait pas de early stage et de prise de risque, on fait du scale-up à l'international, principalement sur le marché américain, donc de sociétés européennes, françaises en particulier, mais européennes, pour prendre, je dirais, toute la dimension, leur développement sur le marché américain, qui est et qui restera le plus grand marché mondial, en tout cas dans notre domaine, même si la Chine est en train de le rattraper progressivement. Alors, ce que j'aimerais dire sur la Chine, c'était une activité, je dirais, d'Urgo finalement à la fois importante et marginale. C'est un peu mon expérience sur ce marché. Et si je devais la résumer, je dirais que pour moi, Urgo en Chine, ça a été une expérience très paradoxale. Alors, pourquoi paradoxale ? La première raison, c'est qu'on peut penser que c'est un énorme marché, mais en fait, il est tout petit. Pour donner un ordre d'idée, le marché américain dans le domaine de la cicatrisation, c'est probablement quelque chose autour de 3 milliards de dollars. Le marché en Chine de la cicatrisation, on n'est pas totalement sûr du chiffre, mais c'est plutôt de l'ordre de 100 millions d'euros. Donc, vous voyez, c'est un grand paradoxe. Déjà, c'est que c'est un marché qui est petit. Et quand on regarde sur le marché mondial de la medtech, les États-Unis, c'est 35% du marché mondial, beaucoup plus dans l'innovation. La Chine, c'est encore 9%. Alors certes, avec un rattrapage important. Le deuxième paradoxe pour moi en Chine, c'est que c'est un marché où à la fois on peut penser que tout va très vite, mais en fait tout est très lent.
Donc tout va très vite parce que vous avez beaucoup de créativité dans la medtech et dans le digital. Bien entendu, c'est un cas très avéré. Mais je dirais les développements que l'on fait, ou en tout cas ce que j'ai connu chez Ergo, c'est que tout va beaucoup plus lentement qu'ailleurs. J'y reviendrai. Et puis mon troisième paradoxe, c'est que finalement, rien ne s'est passé comme on le pensait en Chine, ni en bien ni en mal. Alors ça, c'est vrai en général dans la vie et dans les entreprises en particulier, mais je dirais là en particulier, je dirais on a toutes nos plans stratégiques, toutes nos grandes stratégies, etc. Finalement, ça s'est pas du tout passé comme on le pensait. Il a fallu s'adapter et on a trouvé à la fin des opportunités, mais on a quand même un peu souffert, pour dire la vérité. Alors, première chose, d'abord vous dire que nous, on est arrivé avec Urgo en Chine il y a très longtemps. C'était dans les années 90, c'était encore un pays qu'on pourrait qualifier d'émergent à l'époque, et on avait une stratégie d'aller dans plein de pays émergents, le Brésil, le Vietnam, la Thaïlande, etc. La Chine en faisait partie, et notre vision en Chine, c'était un peu comme partout, c'est d'être en direct. Donc c'est un risque important, mais ça permet quand même de comprendre, plutôt que de passer par des distributeurs qui captent une partie de votre marge, qui vous empêchent de toujours bien comprendre et qui font un peu un écran de fumée parfois. On a décidé d'y aller par nous-mêmes avec vraiment un bureau à Pékin, un bureau à Shanghai. On ne voulait pas être producteur, par contre on avait toutes les compétences de la société classique et on avait nos propres vendeurs. Et on avait donc une société bien structurée avec une approche marketing et commerciale principalement. Ce qu'on observe finalement quelques années après, plus de 30 ans après, c'est qu'on fait localement moins de 3% de notre chiffre d'affaires en Chine. Donc c'est vraiment tout petit, avec 15 millions d'euros de chiffre d'affaires sur un peu plus de 700 millions d'euros, même si on a une croissance de 10 à 15% par an sur le marché local. Deuxièmement, on n'y est toujours pas rentable. On flirte avec le point mort, mais on ne l'atteint jamais, un peu comme comme quelque chose comme un mirage qu'on n'arrive jamais à attraper. Et par contraste avec les États-Unis, où finalement où on est arrivé assez tardivement, beaucoup plus tardivement qu'en Chine. Mais aujourd'hui, les États-Unis, c'est le premier facteur de contribution à la croissance du groupe Urgo, avec des croissances de 25 à 30% par an. Et on ne va pas être loin de 100 millions d'euros, alors qu'on a démarré avec 15 millions d'euros 5 ans avant, pour donner un ordre d'idée. Donc ça n'a rien à voir en termes de création de valeur, en termes de rapidité, en termes d'exécution, d'intégration. C'est beaucoup, beaucoup plus lent. Alors, quels ont été les freins ? Pour moi, premier frein, c'est la distribution. Je crois que vous l'avez parlé dans vos différentes interventions, mais on a nos propres vendeurs en Chine, mais il est hors de question de ne pas avoir des distributeurs pour pouvoir accéder au système de santé, à tous les hôpitaux, etc. Donc, on est passé au départ par beaucoup de distributeurs, et ça, c'est vraiment un énorme désavantage par rapport à ce marché, même si on n'a pas trop le choix quand on démarre. D'abord, on perd beaucoup de marge. Quand on a plusieurs niveaux d'intervention. Juste pour vous donner une idée, on fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires aux bornes d'Urgo, c'est-à-dire le chiffre d'affaires facturé Urgo, mais localement, on est à 45 millions d'euros. Donc, en fait, notre poids réel est 3 fois plus élevé que notre poids de facturation. La deuxième chose, quand on a des distributeurs, c'est qu'on a beaucoup de mal à maîtriser ses stocks. Le chiffre d'affaires peut fluctuer énormément et on peut vraiment se prendre les pieds dans le tapis en se trompant sur les périodes de croissance ou les périodes de décroissance. Et donc, la décision qu'on a prise, et ça c'est vraiment une recommandation que je ferai, c'est de limiter le nombre de distributeurs, et on a fini par avoir plus qu'un seul distributeur qui s'appelle Shanghai Pharma. Ça nous a permis vraiment de mieux rationaliser notre distribution, d'avoir plus de transparence sur le chiffre d'affaires, les stocks. Ça paraît un détail, la logistique, mais sur des marchés comme cela, ce n'est pas des détails. On peut vraiment se prendre les pieds dans le tapis, et ça c'est extrêmement important d'avoir ce niveau de visibilité. Le deuxième difficulté en Chine que j'ai trouvé, c'est le retard médical. Quand on a des produits très innovants, il faut faire l'éducation thérapeutique. C'est vrai dans beaucoup de marchés, cela dit, donc ce n'est pas spécifique à la Chine, mais c'est quand même très vrai en Chine, et il y a un énorme besoin de formation, et comme le territoire est grand, ça complexifie. Le troisième sujet, mais vous l'avez largement abordé, je crois, c'est la réglementation. Pour vous donner une phrase un peu qui synthétise mon expérience, mon produit phare qui s'appelle UrgoStart, j'ai mis 3 mois à l'enregistrer en Thaïlande.
ça fait 3 ans et demi en Chine qu'il n'est toujours pas enregistré. Donc, il y a une complexité de l'enregistrement, la demande d'études cliniques, etc. Mais je crois que vous l'avez abordé, donc je ne veux pas développer. Et puis, la quatrième difficulté, c'est qu'on est sur un marché très hétérogène en termes de référencement. On n'a pas un système de référencement unique. J'ai des régions dans lesquelles je suis remboursé, à Shanghai. Il y a des régions où je ne suis pas remboursé. Il y a beaucoup d'appels d'offres, mais ils n'ont pas toujours les mêmes pratiques, avec quelquefois des appels d'offres bloqués dans certaines régions. En termes de niveau de prix, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment beaucoup surpris, c'est le niveau d'écart qu'il peut y avoir. J'avais un des produits qu'on a lancé qui s'appelle Urgotul pour les grands brûlés. J'avais un ratio de 1 à 10 entre les prix de certaines villes par rapport à d'autres villes. Donc, on a des variations extrêmement compliquées à piloter et c'est très dangereux parce que le jour où vous centralisez un système, si les clients voient que vous aviez des écarts de prix de 1 à 10, ça peut vraiment mal se terminer pour vous. Donc, tout ça, ça a été des difficultés qu'il a fallu à chaque fois essayer de régler. Je dirais, c'était pas vraiment du marketing et du commerce, mais c'est plein de complexité, de market access, etc. Donc, je pense que c'est très important quand on va en Chine, quand on démarre, de discuter avec des gens qui ont vécu, qui ont des cicatrices sur le corps, et puis de s'appuyer sur des experts qui peuvent vous aider localement. Alors, qu'est-ce qui me rend quand même, je dirais, optimiste par rapport à la Chine? La première chose, c'est que, bon, moi j'ai la chance d'être dans le marché de la santé, c'est l'objectif aujourd'hui du webinaire. Il y a quand même une volonté de la Chine très claire d'augmenter l'espérance de vie, de faire de la prévention, de donner une priorité aux maladies chroniques. Moi, ça tombe bien, je suis vraiment dans les maladies chroniques. Donc ça a été pour moi la première opportunité, c'est le fait qu'on est dans le marché du diabète. Il ne faut jamais oublier qu'en Chine, sur 1,3 milliard d'habitants, il y a 153 millions qui sont atteints du diabète. Je donne un chiffre qui est assez horrible, mais qui est malheureusement vrai. Il y a 1 million d'amputations en Chine par an du fait du pied diabétique. Donc, c'est juste gigantesque. En termes de volume, c'est le plus grand marché mondial, même si en termes de valeur, ce n'est pas le plus grand marché mondial, c'est les États-Unis de très loin. La deuxième raison qui me rend optimiste par rapport à la Chine, c'est l'émergence du digital, paradoxalement. Puisque vous l'avez évoqué également, je crois qu'il y a 700 millions de Chinois sur Internet, il y a 600 millions de téléconsultations chaque année. Et chiffre a dû bien sûr fortement augmenter. Mes chiffres sont totalement, à mon avis, faux, puisque avec ce qui s'est passé avec le Covid, j'imagine que, comme en France, il y a eu des taux de croissance absolument incroyables. Donc, en tout cas, c'est qu'on voit émerger, je dirais, un savoir-faire local, des groupes comme Tencent en digital ont remonté la chaîne de valeur de façon très impressionnante. Et donc, on voit bien aujourd'hui que, autant, je dirais, dans les produits assez basiques, j'avais un temps d'avance, autant dans les produits, dans l'offre digitale, j'aurais probablement un petit temps de retard. Mais néanmoins, pour moi, c'est une opportunité incroyable. Et je vais prendre un exemple très simple. En fait, on s'est rendu compte très rapidement que c'était bien de vendre des produits innovants, mais ce qui a vraiment emporté, je dirais, l'adhésion de nos interlocuteurs localement, ce n'est pas un produit, c'est un service qu'on a mis au point qui s'appelle Illico. Et en gros, c'est un système en fait, digital qui permet de diagnostiquer les plaies. Donc savoir exactement le type de plaie, faire un diagnostic, mettre en place un protocole, mettre un outil de suivi de la trajectoire, on mesure la taille de la plaie à T0, T1, etc. Et on peut la suivre en termes de réduction de surface. On peut avoir le coût du traitement, le temps de traitement, enfin ça apporte plein d'informations qui vont être utiles à la fois pour l'infirmière ou l'infirmier, pour le médecin, mais aussi pour le payeur, enfin pour celui qui détient les crayons de la bourse à l'hôpital et qui doit payer les produits, les consommables, etc. Et donc, cette application Parcours de soins, finalement, là, elle m'a tout de suite permis de rentrer par le haut et d'avoir des interlocuteurs extrêmement intéressés. Et donc, finalement, ça m'a permis de me servir un peu comme on va dire, un cheval de Troie pour les produits de ma gamme. Et donc, ça a été une approche marketing et commerce très différente de celle que j'avais fait sur d'autres marchés, en particulier sur le marché américain. Voilà, donc alors dernier point aussi peut-être qui me semble important, ne pas négliger le lobbying en Chine.
Moi, j'ai eu la chance d'être invité dans pas mal de voyages présidentiels, sous Hollande ou sous Macron, et ça a eu un impact très important sur mes équipes locales, ça vous pouvez l'imaginer, qui ont pensé, qui ont pu voilà, estimer qu'on était quelqu'un qui comptait en France. Ça a eu un impact sur mon distributeur et sur mes partenaires locaux que j'ai invités voir Xi Jinping, ça leur était jamais arrivé, et c'était le petit Français, entre guillemets, qui avait fait cette invitation, qui avait rendu possible cette invitation. Donc, impact extrêmement important. Et puis, plus généralement, pour la gestion des leaders d'opinion, etc. Donc, ça a été très utile, tous ces voyages, même si c'est très qualitatif. Hein. Mais les Chinois ont une mémoire d'éléphant, je dirais, si vous me permettez l'expression. Et je me rappellerai toujours Pinault qui avait offert les fameuses statuettes là, de Pierre Berger. L'impact psychologique que ça avait eu sur les autorités chinoises. On ne peut pas tous faire ce genre d'opération, bien sûr, que ça représente, mais il ne faut jamais sous-estimer des actions très symboliques, le fait d'aider, etc., avec des fondations qu'on a également fait beaucoup. Alors, juste pour conclure, ouais, pardon, quelqu'un voulait intervenir? Non, c'est bon, Pierre. Je conclue très rapidement, hein, j'espère que je n'ai pas trop débordé. Donc, premier commentaire, tout le monde ne peut pas réussir en Chine. Je connais beaucoup de gens qui se sont plantés et je peux vous dire que je connais beaucoup de très grands groupes de grande qualité avec des process énormes qui ont eu des énormes difficultés et qui ont plié bagage. Donc, il ne faut pas le sous-estimer, la complexité de ce marché. Aucun marché n'est simple, mais la Chine, c'est en particulier vrai. Deuxièmement, aujourd'hui, on peut être leader mondial sans être en Chine. Mais je pense que dans 10 ans, on ne pourra pas être leader mondial si on n'a pas une position en Chine. Donc, il faut s'y intéresser, bien sûr, dès maintenant, et si ce n'est pas encore fait. Et dernier commentaire, je pense que je ne suis pas certain qu'il faut arriver en Chine avec le modèle classique qu'on a dans d'autres pays, avec un modèle d'offre classique sur le produit. Je pense qu'il faut raisonner un peu différemment, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai vu chez Urgo, arriver avec une offre, avec du service, et arriver plus avec une approche partenariale qu'avec une approche, entre guillemets, si vous me permettez, vendeur de tapis, avec sa mallette et ses produits. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette passionnante intervention très pragmatique d'expérience concrète. Donc, dernier intervenant avant la série de Q&A, donc je serais ravie que vous restiez. Donc, François Potvin, c'est à vous, s'il vous plaît. Si vous pouvez tenir dans le temps, ça serait superbe. Oui, bonjour, merci. Je vais essayer de tenir mes 10 minutes pour s'il vous plaît, pour laisser le temps aux questions, voilà. Donc, François Potvin, merci de me donner la parole. Je suis le directeur international de la société Evolucare. Evolucare, c'est une société française éditrice de logiciels de santé destinés aux hôpitaux. On est une PME. Donc, peut-être avec un point de vue un peu complémentaire de ce qu'a pu être dit précédemment, une PME d'environ 300 employés, une PME très franco-française, familiale. Et il y a de ça 2 ans et demi, nous avons repris l'aventure de l'internationalisation. Nous avons fait le choix d'investir en Chine pour plusieurs raisons. Et en particulier sur un de nos pôles produits qui est l'imagerie médicale. Donc, en gros, Evolucare, on travaille en France et en Europe sur 4 pôles produits. Le dossier patient, qui est le socle en fait, du logiciel à l'hôpital, l'imagerie médicale, les soins critiques, la gestion de blocs et de la réanimation, et le médico-social pour les EHPAD, les maisons de retraite. Et parmi tout ce portefeuille de produits dont on dispose, on a fait le choix d'investir en partant de l'imagerie médicale, non pas pour bénéficier de la taille et pour profiter de la taille du marché chinois, parce que pour une société comme la nôtre, il n'est pas concevable de s'attaquer à un marché aussi grand que la Chine du jour au lendemain comme ça, mais plutôt pour bénéficier de sa dynamique, et sa dynamique étant générée par une évolution de la réglementation, qui a été mentionnée d'ailleurs un peu plus tôt, et notamment l'ouverture au secteur privé des cabinets de radiologie, des services de radiologie, et l'externalisation de ces services par les hôpitaux publics à des sociétés privées. Et donc pour nous, une société comme la nôtre, ça facilite beaucoup l'entrée sur le marché puisque ça permet de réduire les temps de décision, de ne pas avoir à affronter des appels d'offres qu'on maîtrise mal et qui sont aléatoires. Le privé, ça nous permet de faire des deals en pure action commerciale. Et c'est là-dessus, c'est sur cette base-là qu'on a décidé d'investir en Chine.
Et donc, je parle de ça il y a 2 ans et demi. Et ce que je peux en dire aujourd'hui, c'est la première chose, c'est là, et ça a été mentionné juste avant, l'énorme complexité administrative à laquelle on a dû faire face. Et je parle de la complexité administrative sous 2 dimensions. La première, c'est la certification de nos dispositifs médicaux. Donc, Urgo a connu le même problème. Nous, notre logiciel de gestion des cabinets d'imagerie médicale est un dispositif médical qu'il a fallu faire certifier en Chine. Et la déréglementation dont a parlé Irénée un peu plus tôt, je ne l'ai pas moi expérimenté malheureusement. Ça fait 1 an et demi qu'on est sur le sujet et il est toujours en cours. Et avec énormément d'allers-retours, beaucoup d'énergie consommée par nos équipes France pour pouvoir faire avancer la procédure de certification. Et en attendant, du coup, on est bloqué à l'entrée de la Chine. Et la deuxième dimension, c'est celle de la création de notre filiale locale. On a pris la décision de créer ce qu'ils appellent une WOFI, Wholly Foreign Owned Enterprise, qui permet à une société française d'avoir une société de droit chinois détenue à 100%. Et là également, les procédures administratives qui ont permis de créer cette structure ont été quand même assez longues. Donc, on parle de 4 à 6 mois, et là également très énergivore. Néanmoins, cette création de société a abouti, mais pour une société comme la nôtre, pour une PME comme la nôtre, il a fallu investir énormément, en tout cas beaucoup plus d'énergie que prévu, pour passer ces barrières réglementaires quelque part pour entrer sur le marché chinois. Et donc au jour d'aujourd'hui, n'étant pas certifié, nous n'avons toujours pas la possibilité véritablement, en tout cas aussi facilement qu'on souhaiterait, de vendre nos solutions via notre réseau de partenaires en Chine. Néanmoins, notre salut a résidé dans le développement de l'activité à l'entrée de la Chine à Hong Kong, qui pour le coup présente une véritable opportunité pour nous, et pour plusieurs raisons. La première, c'est que pour le coup, c'est un marché qui est totalement déréglementé. Donc du jour au lendemain, on a pu aller prospecter, présenter nos solutions et signer des premiers contrats, donc créer un flux d'affaires. Et c'est un marché anglo-saxon donc qui implique également moins d'investissement dans la localisation du produit. Donc pour nous, ça veut dire un marché plus petit, certes, mais avec des barrières à l'entrée beaucoup plus accessibles, et ce qui nous a permis de nous développer localement, là pour le coup, depuis 1 an et demi, 2 ans, de développer une base client et donc une réputation, une renommée qui va pouvoir nous aider dès que le processus de certification sera abouti à entrer sur le marché chinois, puisqu'il y a une porosité entre le marché de Hong Kong et la Chine, en tout cas la zone qu'ils appellent la Greater Bay Area au sud de la Chine, qui regroupe les agglomérations de Shenzhen et de Canton, et qui constitue un marché de 70 millions d'habitants en soi, et donc qui reste déjà très, très, très intéressant pour nous pour une première étape d'entrée sur le marché chinois. Donc c'est les 3 raisons pour lesquelles je me félicite et je peux porter ce conseil de commencer par le marché hongkongais, c'est qu'il permet de bypasser les barrières réglementaires, d'accélérer le go-to-market, que la localisation est plus légère, et ça reste un point d'entrée. On va pouvoir s'appuyer sur nos références pour pénétrer sur le marché chinois. On a fait le choix. Oui. Pardon. Rapidement, du coup, on a fait le choix d'aller sur le marché via un réseau de partenaires locaux de distributeurs à valeur ajoutée. Donc, je note bien le conseil de l'intervenant précédent que c'est toute la difficulté que ça représentait, et je peux en témoigner également. Et c'est peut-être là que j'analyse, moi, une erreur qu'on a pu faire, c'est vouloir y aller pas à pas via ces partenaires-là, mais ces partenaires-là, les piloter de loin, sans présence locale, c'est très aléatoire, c'est risqué. On parlait d'écran de fumée, ben c'est exactement ce que je ressens également. Et du coup, on a décidé de s'accélérer en créant en parallèle de notre réseau de distributeurs une présence locale, staffée par les équipes d'Evolucare que l'on contrôle et qui bossent pour nous et qui nous permettent d'être un relais local direct et qui permet aux partenaires de se sentir davantage accompagnés. On a noté effectivement que dès lors qu'on a décidé d'avoir une présence locale, la
perception que nos partenaires pouvaient avoir de nous a changé et s'est renforcée. Donc, le conseil moi, que je peux donner pour conclure mon petit retour d'expérience, c'est effectivement de ne pas essayer d'y aller trop par étapes. La complexité, les barrières à l'entrée sont telles qu'une approche par étapes, pas à pas, risque en fait de nous faire piétiner. Alors que je pense qu'il faut se convaincre que pour investir en Chine, même pour une PME, il faut y aller, à un moment, il faut se lancer et y aller massivement. Il y a un investissement contrôlé, des risques mesurés et calculés, mais néanmoins franchir le pas, et notamment par une équipe locale dont la taille doit être évidemment dimensionnée intelligemment, mais qui permet d'éviter bien des écueils. Voilà en quelques mots ce que je pouvais vous dire. D'accord. Alors, merci beaucoup à tous. Il y a quelques questions qui ont été posées. Donc, session de Q&A, il y a certaines questions qui ont été posées donc, à travers la conversation de groupe Zoom. Peut-être une question plus générale, je pense, d'Arnaud Laurent, c'est quel a été l'impact de la crise sur la médecine traditionnelle chinoise? Qui a envie de répondre, qui se sent armé pour répondre à cette question? Je vais y aller si vous voulez bien. Bah voilà, Irénée, voilà, lance-toi. Bon, la médecine traditionnelle chinoise, c'est bien entendu très utilisé ici, mais il est bien compris aussi bien par la population que par les médecins que c'est une médecine qui a plus vocation à remettre en place les gens sur des aspects de pathologie chronique. Donc là, on était dans un cas aigu où la plupart des patients et des médecins savent très bien que la médecine traditionnelle chinoise n'aurait pas spécifiquement d'effet. Alors, il y a eu un certain nombre d'efforts de recherche pour essayer de trouver des extraits de médecine traditionnelle chinoise pour régler éventuellement le problème du Covid via un médicament, mais pour le moment, ça n'a pas été couronné de succès. Il y a eu quelques essais cliniques qui n'ont pas donné grand-chose. Donc, globalement, j'allais dire peu de changements. Peut-être néanmoins, mais là c'est plus comment dire, j'essaie de deviner un petit peu ce qui va se passer, mais il faudrait rechercher un petit peu plus profondément. Je pense qu'on va avoir une tendance au tassement, c'est-à-dire que la crise aurait sans doute aujourd'hui mis plus en valeur l'attrait des médecines, de la médecine evidence-based à l'occidental. Donc, voilà un petit peu, moi, mon retour aujourd'hui sur la situation. Merci beaucoup. Peut-être une question pour Pierre Moustial. Vous êtes là, Pierre? Sur les conditions d'accès au marché, remboursement et prix en Chine, peut-être les quelques facteurs différenciants par rapport à la France ou à l'Europe en général? Alors, il y a plusieurs choses. Pour moi, la plus grosse, il y a deux grandes difficultés. La première plus grande difficulté, je dirais, c'est le fait de devoir réaliser dans certains cas des études cliniques locales. En Europe, vous savez, il y a un principe d'équivalence, donc une étude clinique peut être est reconnue par une autre autorité. Entre l'Europe et les États-Unis, ça peut se discuter, mais parfois ça fonctionne pas. Mais de toute façon, vu la taille du marché américain, ça me gêne pas. Enfin, ça me gêne pas. Je dirais, je peux comprendre l'intérêt de faire une étude clinique complémentaire sur le marché US en particulier. En plus de l'étude que j'aurais faite en Europe. Sur le marché chinois, devient plus compliqué parce que la taille, encore une fois, dans mon domaine d'activité, ne justifiait pas le financement d'une étude clinique spécifique. Et donc, pour moi, ça, c'était un facteur très important en termes de frein de market access. Et ensuite, pardon. Non, mais finissez, je vous poserai ma question après. Désolée, je pensais que vous aviez fini. Ouais. Et deuxièmement, voilà, c'est l'analyse plus classique, je dirais, du dossier, des ingrédients, des principes actifs, qui peut être un peu plus compliqué, et de manière générale, le temps d'étude du dossier
est extrêmement compliquée. Il y a une chaîne en fait d'attente qui est très compliquée. Et je vous disais, on est fréquemment à un ordre de 3 ans pour avoir l'accès au marché. Et le niveau d'exigence de la FDA locale est extrêmement élevé. Il ne faut pas croire que c'est plus simple, c'est même plus compliqué que dans beaucoup des pays dans lesquels on s'est installé. Peut-être juste une question, du coup, merci beaucoup d'avoir répondu, Monsieur Moussial. Et par rapport aux études qui permettent le remboursement, est-ce que c'est une seule autorité unique en Chine qui valide en l'occurrence, il y a AMM en Europe, mais le marquage CE, enfin version en chinois. Et ensuite, peut-être du coup, par rapport au prix, vous sembliez dire que c'est très divers selon les pays, selon les régions en Chine. Et comment est-ce qu'on peut savoir où est-ce qu'il vaut mieux aller en premier, du coup, par rapport à ces différences de prix? Oui. Alors, en ce qui me concerne, oui, j'avais qu'une seule autorité. Et deuxièmement, pour l'instant, on a décidé de ne pas faire cette étude clinique et d'essayer de trouver un autre moyen, mais ça nous bloque pour l'instant. Mais ça, c'est la décision qu'on a prise et principalement fondée sur le fait, je dirais, potentiel du produit par rapport au coût de l'étude clinique. Le potentiel étant un peu compliqué actuellement, puisqu'il y a aujourd'hui en Chine pas de parcours de soins très clair dans le domaine du pied diabétique, ce qui fait qu'on pense qu'on n'aurait pas un lancement aussi spectaculaire. En fait, on sait qu'il y a un potentiel absolument gigantesque, on donnait tout à l'heure les chiffres, mais le market access est tellement compliqué parce que les gens sont traités en médecine de ville, dans les grands hôpitaux spécialisés, mais il y a une toute petite partie finalement de la population qui va dans les centres d'excellence du pied diabétique, et donc finalement ça limite fortement, je dirais, la montée en puissance. Donc ça, c'était un peu un débat qu'on avait sur l'étude clinique et son financement. Deuxième sujet qui est extrêmement important, nous de chez Urgo, on a décidé d'avoir, en plus de la force de vente, une équipe qui ne fait que du market access, c'est-à-dire que du listing. Localement, c'est-à-dire qui connaît intimement bien les personnes pour faire les appels d'offres, qui connaît intimement bien les politiques de prix, etc. Et cette intelligence, je dirais, elle est très importante. On n'avait pas compris ça au départ, on avait lancé un peu nos vendeurs sur le terrain, grave erreur, parce que finalement chacun fait son prix dans son coin, sa politique commerciale, sa politique de discount, et on arrive à une catastrophe à la fin. Donc ça, on a récupéré, on a mis en place cette équipe, je crois que c'était de mémoire une dizaine ou douzaine de personnes, c'est quand même pas rien, qui ne faisaient que ça, du pricing, du market access, de l'appel d'offres, avec des process extrêmement sophistiqués. Et effectivement, la stratégie qu'on avait, c'était je dirais, de ne pas lancer si on n'avait pas un minimum de prix, et on renonçait à avoir une activité commerciale dans certaines régions pour se concentrer et pour démarrer sur la région qui était pour nous les plus intéressantes en termes de prix, sachant qu'il y a un autre problème que j'ai rencontré, c'est qu'il y a des modèles, des régions avec remboursement et sans remboursement. Il ne faut pas toujours croire que le modèle remboursement est le meilleur, parce que quand on est remboursé, on est passé à la moulinette du prix, et donc ça peut être un facteur de baisse du prix. Donc encore une fois, il n'y a pas de règle générale, mais il faut vraiment, avant de se lancer, il ne faut surtout pas se lancer tête baissée, il faut faire cette analyse de pricing et de marché, et vraiment le faire une approche séquentielle et pas une approche trop en parallèle. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci. Peut-être une dernière petite question parce que je vois que l'heure avance. Très bonne question d'Olivier Delécluse, donc un de nos experts à Irénée. On a lu que l'image en Chine de la gestion du Covid en Occident est plutôt mauvaise. Est-ce vrai? Et en quoi cela peut-il nuire à l'envie des technologies occidentales en Chine? Quel est l'impact, Irénée? Alors, c'est une très très bonne question parce qu'il y a un décalage entre la perception et la réalité. Pourquoi il y a un décalage? Alors ça, il y a des aspects politiques et de communication politique qui sont en jeu. Je ne veux pas trop rentrer dans ce détail-là, mais la réalité est la suivante. Toute la chaîne de soins chinoise et l'aspect, y compris assez haut niveau, au plus haut niveau politique, au niveau des grands médecins, au niveau des directeurs d'hôpitaux, jusqu'au niveau des médecins,
ont eux-mêmes une très forte conscience des difficultés qu'a eu la Chine à gérer, à gérer cette crise et des difficultés que ça peut avoir créé à l'époque et que ça crée encore maintenant, d'une part, et d'autre part, comprennent très bien que ce genre de difficultés puisse arriver dans d'autres endroits. Donc, la réponse est que l'image de la France est toujours bonne, même très bonne, et la technologie occidentale, à partir du moment où elles peuvent faire une implémentation rapide, et là c'est un petit peu un complément à ce que disait M. Lucial, on le voit, nous, sur le plan réglementaire, les choses sont en train de changer, il y a une véritable volonté d'accélérer l'entrée sur le marché des technologies qui vraiment changent les choses. Et moi, j'ai l'occasion sur pratiquement tous les dossiers de faire de l'optimisation réglementaire au point de faire gagner 6 mois, 1 an, voire plus à mes clients. Donc, c'est intéressant parce que jouer, entre guillemets, avec la NMPA et faire avancer ces dossiers avec le régulateur local et l'appui des médecins notamment, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire tout seul et surtout qui est impossible à faire à distance. Mais avec une bonne équipe sur place, et là je rejoins tout ce qui a été dit sur les histoires d'équipe sur place et de soutien local, parce que ça c'est extrêmement important, on arrive à accélérer maintenant, il y a des changements tout le temps bien entendu, mais on arrive à accélérer maintenant l'entrée sur le marché. Mais non, aujourd'hui, ça ne nuit pas à l'envie de technologie occidentale en Chine. Très bien, merci René. Bon, je suis désolée, mais on va devoir terminer cette passionnante webinaire. Les contacts de chacun seront envoyés à tous, donc pour poursuivre les échanges, il n'y a pas de problème. Il y avait une question très intéressante qui me permet, en fait, qui est une transition parfaite pour ma conclusion, c'est quel accompagnement pour mitiger les risques d'internalisation en Chine? Ben, la réponse, c'est le Club Stratexo Chine. Venez vous inscrire au Club Stratexo Chine. Vous avez eu un aperçu déjà extrêmement intéressant des expertises que l'on peut vous proposer durant ce programme d'accompagnement, mais il y en a bien d'autres, hein, puisqu'il y a tous les aspects culturels, généralistes, macroéconomiques, comportemental, interculturel, vous avez vu que c'est important, géographique aussi, puisque vous avez vu que chaque géographie est différente, le digital, les aspects juridiques et sécurisation des risques, les partenariats, les enjeux de gouvernance, le commercial, le marketing et bien évidemment aussi le financement. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, à vous inscrire dans notre programme d'accompagnement que nous commencerons en septembre. Donc, un programme de 5 jours, extrêmement riche et intéressant. Et je pense que c'est le très bon moment pour vous de vous inscrire. Voilà. Merci. Simplement, Anne. Nous faisons ça en partenariat avec le comité France-Chine qui met à sa disposition également ses réseaux et sa grande qualité d'experts et aussi de grandes entreprises avec lesquelles ils organisent de nombreux voyages avec les présidents. Et donc, comme vous savez, c'est très important de rencontrer les présidents aussi bien français que chinois. Voilà.